Deuxième reportage ce soir, la crise de la vache folle. Comme la majorité des Français, vous en êtes encore sans doute à vous demander si oui ou non on peut manger de la viande, si les mesures prises par le gouvernement sont véritablement efficaces, si les douaniers font leur travail et si les scientifiques avancent dans leurs recherches. Eh bien, toutes ces questions, nous les avons posées aux principaux intéressés. Les éleveurs, bien sûr, mais aussi les équarrisseurs, les professionnels de la viande, les biologistes. Pour tous, il apparaît, et c'est très important, que le risque est maintenant derrière nous. Reste une grande inconnue, angoissante. Combien de personnes ont-elles déjà été contaminées et qui pourraient développer la maladie de Creutzfeldt-Jakob dans les 10 ou 15 ans qui viennent? C'est un reportage de Jacques Merlino et Patrick Deschmaker. Je veux dire, le plus beau moment qu'on a, en fait, c'est quand en pleine nuit, on a passé 1 heure pour faire véler une vache, que ça a été très dur, et que d'un seul coup, le veau, il est là, il remue la tête, il s'ébroue. Et là, on a une profonde satisfaction. J'espère qu'on sera soutenu pour passer cette crise, mais il y a sûrement des gens qui passeront pas le cap, eux. La grande inconnue à l'heure actuelle, c'est combien de personnes ont été infectées par l'agent qui provient probablement des vaches contaminées. Aujourd'hui, aucun laboratoire au niveau industriel dans le secteur agroalimentaire n'est capable de détecter les fameux prions. On peut penser que si vraiment risque il y a, c'est avant 90 qu'il a été pris. L'État français actuellement est en mesure de donner toutes les entreprises qui ont importé des farines de viande. Demain, mangerons-nous une autre viande? Très certainement. Laquelle? Elle va rester certainement à définir. Viens la mère, viens, viens. Viens tout doux là, viens. Viens là, viens. Viens la mère, viens, 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 viens. Étienne Gagneron, 36 ans, éleveur dans le Berry, possède un troupeau de 150 bovins. Ce matin, il est nerveux. Dans quelques heures, il doit animer une réunion avec le préfet, alors que l'une de ses vaches est prête à véler. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Ah putain de merde, il n'y a qu'une patte. Bouge pas. Là voilà. Cette putain de patte, putain, j'espère qu'il est pas crevé. Viens m'aider, Véro, parce que bouge pas. Comment il est fait ce con... Ah, ça y est. Doucement. Allez, maintenant faut que tu pousses. Hein. T'y penses et tu y vas. Ah putain. Ça, ce machin-là, s'il est vivant, on a du bol. Étienne s'occupe seul de l'exploitation. Sa femme l'aide quand elle peut, quand ses 2 enfants lui en laissent le temps. Allez, pousse. Il est crevé, toi aussi. Ah, je crois bien qu'il est crevé. Putain. Tu veux la véleuse ou pas? Ouais, va chercher la véleuse parce que je sens que je peux y arriver. Viens. Regarde. Il est passé. Ouf. Putain. Non, je crois bien qu'il est crevé. Merde. Véro, il est sorti. Oh, il est fait. C'est parce que vous êtes arrivé trop tard, non? Ouais, il était mal. Enfin, c'est surtout parce qu'il était mal placé. Il avait une patte retournée à l'intérieur. Comment il aurait dû le faire tout seul? Hein. Et là, vous pensez pouvoir le sauver ou pas? Ah, là, il est mort. Là. C'est le 3e de l'année sur 60 vaches. Enfin, ça, c'est une connerie. C'est une vieille. Bah oui, tu peux le lécher, ma pauvre. Hein. Pas de beaucoup, quand même. Hein. Un veau mort, c'est une grosse perte pour vous? Un veau qui naît, c'est toujours un petit drame, quoi, à l'échelle d'un élevage. Un veau mort-né, comme ça.
Alors, depuis que la crise de la vache folle se développe, de temps en temps, vous avez peur de perdre ce métier, ce mode de vie? C'est vrai qu'en élevage bovin, moi depuis que je suis installé, c'est la 4e crise que je connais. Donc se serrer la ceinture, on sait ce que c'est, quoi. Et puis bon, ce mode de vie, on en a aussi choisi les risques, hein, donc on essaie de les assumer jusqu'au bout. C'est pas tous les jours facile, mais il faut bien passer. Il faut continuer. Le petit veau qui est mort, qu'est-ce qu'on va en faire, hein? Bah, le petit veau qui est mort, il va partir à l'équarrissage. Et après, ça peut devenir quoi? Et ben après, ils vont récupérer la peau. Et puis tout le reste, ça pourrait passer en farine de viande. Nous sommes fin juin, ce petit veau se retrouvera ici, dans ce lieu interdit aux caméras et dont il faut forcer l'entrée, jeté parmi les carcasses de porcs, de vaches ou de moutons, mélangé aux déchets des abattoirs, enfourné dans toute une machinerie qui, de cette chair, fait de la farine de viande. Cette farine dont on parle tant et que les fabricants cachaient, la voici, une poudre grossière que l'on mélange à du tourteau de soja pour faire un aliment de bétail hautement énergétique. C'est un peu dégueulasse, même, pardonnez ma question, la brutalité de ma question, mais c'est un peu dégueulasse de mettre des cadavres dans la chaîne alimentaire. Alors, effectivement, on peut penser cela. L'idée, il y avait 2 solutions, soit effectivement éliminer purement et simplement ces cadavres, ou les utiliser dans la chaîne, pour autant qu'on avait des sécurités, je dirais, de conditions de production. Or, tous les traitements qui ont été mis au point et qui ont été agréés au niveau européen assuraient que la qualité des farines, car la farine d'un cadavre, c'est une farine complète qui contient à la fois du muscle, de l'os, etc., même si ça choque. Bon, cette farine était parfaitement utilisable et de grande qualité pour l'alimentation des animaux. C'est pourtant de cette pratique qu'est né tout le problème de la vache folle, de cette industrie qui, jusqu'au début de l'été, nourrissait les animaux avec des cadavres, y compris ceux de bêtes malades. C'est ainsi que la maladie s'est transmise du mouton à la vache et peut-être de la vache à l'homme, parce que cette farine pouvait contenir un agent infectieux mystérieux, le prion. Les règles de fabrication ont été modifiées, mais bien tard, la crise est là, toute une profession se mobilise, s'angoisse et menace. Vous voyez que la pression monte fortement dans les campagnes. Vous avez vu qu'au Mans, il y a eu de la casse. Si le gouvernement ne met pas des effets rapides et efficaces en place, nous allons vraisemblablement vers un bazar violent dans le département. Étienne, je te passe la parole. Ben moi, j'ai rien à dire de plus, si ce n'est que les chiffres étant suffisamment éloquents, je crois Des chiffres qui, en effet, parlent d'eux-mêmes. Depuis mars dernier, les ventes ont chuté de 30 à 50%. Autour d'Étienne et comme Étienne, ces éleveurs sont au bord de la faillite. Face au préfet, pas de violence, mais le ton est ferme. Un problème, monsieur le préfet. On a d'un côté la sécheresse, mais on a aussi de l'autre côté le surnombre des animaux dans les exploitations. Je suis tenté de dire que depuis la guerre de 100 ans, les Anglais nous emmerdent, qui restent sur leur île, ils ne veulent pas de l'Europe, qui se rassure, nous on ne veut pas. Dans cette crise, où est-ce que vous situez les principales responsabilités? Oh, bah, de toute façon, cette crise, c'est clair, hein, la responsabilité est du gouvernement anglais. Le gouvernement anglais qui, en laissant consommer ces farines à leurs animaux et en plus après en les envoyant sur le continent alors qu'ils l'interdisaient chez eux, je pense qu'ils ont eu une attitude totalement irresponsable. Totalement irresponsable. Vous pensez qu'il y a une responsabilité de l'industrie alimentaire française? Dans un premier temps, je ne pense pas. Dans un premier temps, je ne pense pas. Mais après coup, en fait, les gens donc, qui ont acheté ces farines et tout auraient peut-être dû quand même se poser des questions. On est condamné à faire de l'élevage intensif. On ne peut pas revenir aux méthodes traditionnelles d'élevage extensif. Ben, je crois qu'il y a un problème de prix. C'est vrai que des types d'animaux comme ça qui poussent en 3 ans, on ne peut pas faire ça à un prix mondial parce qu'il y a un cours mondial de la viande qui est très très bas, qui est à moins de 10 francs le kilo. Dans des zones comme en Argentine, dans la Pampa, où les animaux sont toujours en liberté, où il n'y a pas de charge locative, où il n'y a pas de charge fiscale, il n'y a pas de charge sociale. Donc c'est vrai qu'on n'est pas compétitif par rapport à ces gens-là. Ça, Vous pensez pouvoir tenir longtemps ou c'est vraiment une période à très haut risque pour vous?
Non, c'est une période à très haut risque pour nous. On a des capitaux propres sur nos exploitations, on a un petit peu de réserve, mais à mon avis, on va pas tenir longtemps. Compte tenu du taux d'endettement, on ne va pas pouvoir tenir longtemps. On ne peut pas reconvertir une partie d'exploitation. Vous avez beaucoup d'hectares d'herbe pour les bêtes. On ne peut pas les transformer en... Non, la solution serait de la remettre en surface scope, c'est-à-dire en céréales. Le problème, c'est qu'avec le règlement européen comme il est, les surfaces fourragères pour la quasi-totalité sont déclarées en herbage en prairie permanente, donc impossible de les remettre en culture. Donc vous êtes bloqué? Ah, totalement. Après les menaces, la colère, tout au long de l'été, de petites manifestations comme celle-ci maintiennent la pression sur le gouvernement. Le message est entendu, 2,8 milliards de francs sont débloqués pour aider les éleveurs. Un effort considérable, cela porte en moyenne à 60 000 francs par éleveur l'aide de l'État. La même semaine, le gouvernement interdit enfin la production de farines animales à partir de cadavres. Il ordonne aux équarrisseurs de n'utiliser que des déchets contrôlés par les vétérinaires. Les usines d'équarrissage doivent s'arrêter et se transformer. Alors, vous allez voir le type de matière que nous allons traiter à présent. On ne traite plus désormais que les matières premières en provenance des abattoirs et en provenance en particulier d'animaux déclarés sains avant et après abattage. Et ceci sous le contrôle des services vétérinaires. Alors comme vous pouvez le constater, c'est une matière première qui est noble, dans la mesure où je dirais c'est un peu la matière première qu'on peut retrouver dans notre assiette à la fin de notre repas. Et cette farine, c'est une farine qui va servir essentiellement donc, et uniquement d'ailleurs, pour l'alimentation des volailles et des porcs. C'est donc toute une réorganisation de la filière des farines animales qui est en cours, avec un double problème. Qui paiera maintenant le ramassage et la destruction des cadavres d'animaux, ce qui fait 250 000 tonnes par an? Et comment faire appliquer cette réglementation alors que les autres pays européens ne prennent pas les mêmes dispositions et que les frontières sont devenues des passoires? De l'extérieur, ce n'est guère visible. Il semble même qu'il y ait une certaine activité douanière. Mais si l'on prend le temps d'observer et d'écouter, on n'en reste pantois. Et l'on comprend vite que le respect de l'embargo dépend du seul bon vouloir des Britanniques. Ici, d'habitude, on ne parle pas, mais cette fois, la coupe est pleine et l'ambiance nerveuse. Hier soir, il y avait la situation, effectivement, où vous avez un maximum d'importation de véhicules. Et on peut avoir une idée du nombre de camions qui passent en une nuit, comme ça, la nuit je pense que c'est à peu près 500 camions qui sont passés. 500 camions 500 camions, oui. Et pour 500 camions, combien de douaniers? 2 agents. Alors, comment se fait le contrôle? Le douanier en bas, là, à quelques centaines de mètres de nous, qu'est-ce qu'il contrôle? Alors disons que dans un premier temps, il cible un peu son travail, c'est-à-dire qu'il va choisir selon les directives qu'il a reçues, il va cibler des camions britanniques susceptibles de transporter de la viande, donc on va cibler avant tout des camions frigorifiques. Est-ce que vous avez des consignes pour vérifier les transports de farine alimentaire? Du tout. Aucune consigne pour vérifier les transports de farine alimentaire. Un camion frigorifique qui vient d'Écosse, qui transporte de la viande, il est vérifié? En principe, non. Non. Uniquement l'Angleterre. Et un camion qui vient d'Irlande? Pareil. Pareil. En principe, non, je dis parce que le douanier a quand même toujours liberté de le contrôler. Mais comme on lui demande de cibler, qu'on lui demande des statistiques sur les ciblages qu'il a effectués, il n'a pas le temps d'ouvrir d'autres camions. Donc, actuellement, un camion qui transporte de la viande qui vient d'Écosse n'est pas vérifié. Un camion qui transporte de la farine alimentaire animale venant d'Angleterre n'est pas vérifié non plus. N'est pas vérifié, non. Un camion qui transporte des dérivés alimentaires, des aliments pour animaux, du pet food ou des produits surgelés, est vérifié? Non plus. Il y a des milliers de tonnes de farine alimentaire importées d'Angleterre depuis 1989, on connaît les chiffres. Est-ce que les douanes ont le moyen de dire quelles sont les entreprises françaises qui ont importé ces farines? Absolument, avec nos déclarations statistiques, on en a les moyens. Nous avons communiqué ces informations à l'administration qui intervient pour contrôler dans les entreprises, qui est la répression des fraudes. Mais là, nous sommes tenus au secret professionnel. Hein. C'est pas possible de... même en n'étant pas en uniforme, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Oui. En tout cas, l'État français sait parfaitement quelles sont les entreprises qui ont importé des farines alimentaires animales venant de Grande-Bretagne. L'État français, actuellement, est en mesure de donner
toutes les entreprises qui ont importé des farines de viande. Donc on sait où se trouvent physiquement ces farines. On le sait, oui. On le sait. Le directeur régional des douanes est moins catégorique sur le manque d'effectifs, mais il confirme cette dernière information sur les farines britanniques. Plusieurs plaintes, pourtant, ont été déposées contre ces importations illégales. Vous n'aurez pas la liste des entreprises puisque nous sommes soumis au secret professionnel absolu, donc on ne peut pas donner le nom des entreprises. Vous ne pouvez pas la donner, mais vous l'avez. Bien sûr. Alors, dans cette crise à la vache folle, il y a des chiffres qui ont été donnés, à la fois sur l'importation de bovins britanniques avant 91, ou nés avant 91, et puis d'autre part des chiffres donnés sur l'importation de farines animales. Est-ce que ces chiffres sont fiables? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des chiffres déclaratifs que les entreprises nous déclarent. Donc, bien sûr, la fiabilité peut être mise en question par rapport à ceux qui sont établis avec les pays tiers où ces chiffres résultent de déclarations en douane. C'est quand même toujours déclaratif. Il n'y a pas eu de consigne gouvernementale pour minorer certains chiffres. Non, non, non. Non, non. Non. Si les douanes veulent garder leur secret, les scientifiques émettent des doutes sur la fiabilité des chiffres officiels. À l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, bien que la prudence soit de mise, plusieurs chercheurs s'étonnent du faible nombre de cas de vaches folles déclarés en Europe. Si l'on regarde en fait 50 000 cas de bovins importés entre 80 et 85 en Europe continentale, alors certainement certains de ces animaux ont été abattus avant l'âge d'apparition de la maladie, donc on peut l'expliquer de cette façon-là, mais on peut penser aussi que certains pays n'ont pas déclaré leur cas ou ont sous-déclaré. Est-ce que vous pouvez affirmer qu'en France tous les cas sont déclarés ? Je crois que quand on connaît la difficulté de diagnostic de cette maladie, on ne peut pas être sûr que certains cas ne passent pas inaperçus. Si le mal est fait, le mal est derrière nous. Bien entendu, puisque cette maladie, en fait, est apparue alors qu'elle était imparable. Et les mesures ont été prises à partir de 88, 89 et surtout jusqu'en 90. Donc en fait, on peut penser que si vraiment risque il y a, c'est avant 90 qu'il a été pris. Est-ce que vous pensez qu'on arrive au risque zéro ? Non, le risque biologique nul n'existe pas, mais il faut penser quand même que le risque a nettement diminué. Même les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine diminuent énormément au Royaume-Uni. Alors en fait, on prend un excès de mesures de précaution à un moment où le risque est moindre. Alors, dans l'industrie de la viande, les mesures de précaution ont redoublé. Ici, nous sommes chez Bigard, le numéro 2 de ce secteur économique. 3000 salariés, 6 milliards de chiffre d'affaires. Une usine où tous les jours 800 bovins sont abattus et transformés en steak ou en viande hachée. Les premiers contrôles se font à l'arrivée des bestiaux. Ils portent sur l'origine de la bête et sa date de naissance. Quelle est la carte rose avec le numéro de la boucle d'oreille, il faut que ça corresponde. Si un animal est né avant 91, qu'est-ce que vous en faites? Ils sont tués à part. C'est pour ça qu'on les trie, on met une croix sur leur cuir. En bleu, c'est des jeunes nés après juillet 91 et en rouge, c'est avant juillet 91. Au-delà de ce contrôle, c'est l'entrée dans la face cachée de la société de consommation. Un univers qui impressionne par ses dimensions. 155 000 bovins suivent ici chaque année ce corridor. Les professionnels de la viande n'aiment pas que l'on filme cela, ces chaînes d'abattage qui ne connaissent pas de répit. Lorsque la viande ne se vend pas, on abat tout de même, avec l'argent de l'Union européenne, pour lutter contre la surproduction. Cette usine bénéficie de l'un des laboratoires les plus modernes d'Europe et pourtant les contrôles se heurtent à une barrière scientifique.
Beaucoup d'industriels ont effectivement leur propre laboratoire, peut-être pas, je dirais, en surface ou en efficacité à l'identique de celui-ci, mais dans tous les cas, le contrôle des produits finis est encore un garant complémentaire par rapport à la surveillance qu'on peut faire aujourd'hui sur le terrain. Aujourd'hui, aucun laboratoire au niveau industriel dans le secteur agroalimentaire n'est capable de détecter les fameux prions. Donc, je dirais d'une surveillance microbiologique et chimique que nous avons eue depuis des années, aujourd'hui, pour répondre au problème du prion, nous ne pouvons que mettre en place un système de surveillance sur le terrain. Mais en aucun cas, on est capable aujourd'hui de faire des analyses particulières sur des morceaux de viande, sur des abats, sur de la cervelle, qui permettraient de détecter si oui ou non il y a présence de prion, et s'il y avait présence de prion, de le rejeter ou de le mettre à l'extérieur. Dans cette usine, comme dans toutes celles de la filière viande, il a déjà fallu commencer à réduire les effectifs. Une centaine d'intérimaires et de salariés en CDD sont partis les premiers. Le patron encaisse la crise et lui aussi s'interroge. Aujourd'hui, nous sommes partis dans des querelles scientifiques, dans un problème très largement européen, sans pouvoir prévoir ce qui se passera. Comme c'est la deuxième opération, deuxième chute, et là, vous êtes à combien en chute de chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires sur la partie viande de bœuf, entre 30 et 40% de baisse, en instantané sur 2 semaines de crise grave. C'est une profession qui risque d'être sinistrée? C'est une profession sinistrée, certes oui, mais en tous les cas, qui vivait déjà une évolution, qui va vivre une véritable transformation et une vraie révolution sans savoir demain où nous arriverons. Alors, dans cette crise, Bruxelles continue de payer pour des abattages de soutien et les stocks de viande deviennent gigantesques. Dans des dizaines d'entrepôts comme celui-ci, plus d'1 million de tonnes de carcasses bovines seront stockées à la fin de 1997. La crise de la vache folle débouche ainsi sur une succession de situations absurdes, car dans le même temps, les équarrisseurs qui n'ont plus le droit de transformer les cadavres en farine menacent de ne plus les ramasser gratuitement. Mi-août, ils se mettent en grève, et d'autres stocks, nauséabonds ceux-là, se constituent à l'abri des regards, au rythme incroyable de 600 tonnes par jour. Sous la menace, le gouvernement cède et paye provisoirement. Enfin, Bruxelles étudie la possibilité de faire abattre tous les veaux de moins de 10 jours. Derrière tout cela, un seul responsable, et pour la première fois son image, la reconstitution en 3 dimensions de la protéine prion, le support probable de la maladie. C'est une découverte scientifique extrêmement importante. Elle a été faite à Zurich par le professeur Wüthrich. Ces structures sont sympas, se présentent bien, mais en même temps, ils forment la base pour le développement de la recherche future dans le domaine. Des collègues qui travaillent en l'industrie pharmaceutique ont indiqué que dès ce moment où on franchit cette limite de connaître une structure tridimensionnelle, c'est au moins une période de 10 à 15 ans jusqu'à ce qu'on arrive à des médicaments dont le développement puisse se baser sur la connaissance d'une structure pareille. De 10 à 15 ans, la recherche sera donc longue et coûteuse, mais l'enjeu est peut-être beaucoup plus large que la crise dite de la vache folle. C'est en tout cas ce que pense une grande autorité scientifique, le professeur Montagnier. Les biologistes savaient que ces agents existaient, qu'ils pourraient constituer un danger potentiel à l'époque. Maintenant, le danger malheureusement se concrétise. Est-ce qu'on n'en est pas encore au domaine des hypothèses? La grande inconnue à l'heure actuelle, c'est combien de personnes ont été infectées par l'agent qui provient probablement des vaches contaminées. Ce qui veut dire que si mal il y a, le mal est derrière nous. Le mal est derrière nous en ce qui concerne cette affaire, mais je répète, il faut aussi prévoir un peu ce qui peut se passer. Le phénomène prion peut être un phénomène fondamental en biologie qu'on a complètement ignoré et qui peut aussi être à l'origine d'autres maladies dégénératives. Vous voyez, ce qui m'a frappé quand j'ai étudié le sida, c'est qu'il y avait des dégénérescences des protéines, des lymphocytes et aussi du cerveau d'ailleurs, et que ces dégénérescences ressemblaient un petit peu à d'autres dégénérescences qu'on voit dans d'autres maladies, comme la maladie Alzheimer.
En principe, la maladie d'Alzheimer n'est pas transmissible, mais c'est tout juste. En tout cas, les lésions ressemblent un petit peu à celles que l'on voit dans le Creutzfeldt-Jakob. Il y a une sorte de phénomène commun d'agrégation, qui ne sont pas les mêmes protéines, mais enfin d'agrégation de ces protéines sous une forme qui est extrêmement pathologique et destructrice des cellules. Donc, vous voyez, il y a toute une perspective de toutes ces maladies chroniques qui nous affligent, qui nous font mourir. Finalement, on meurt toujours de ces maladies. En général, on ne meurt pas de vieillesse. Et c'est pourquoi il faut faire une sorte essayer de rapprocher les études concernant ces différentes maladies. Le sida a modifié en profondeur nos comportements sexuels. Est-ce que la vache folle ne va pas modifier en profondeur également nos comportements alimentaires? Je le crois. Il y a actuellement une crainte. Il y avait déjà, même avant cette épidémie, une diminution de la consommation de viande, n'est-ce pas, dans nos pays. Une recherche de la plus grande variété, ce qui est très bien, je crois. Il faut effectivement une alimentation équilibrée, nous avons besoin d'antioxydants. Nous avons aussi besoin de protéines animales, donc on ne pourra pas s'en passer complètement. Bon, les gens pensent aux poissons, aux poulets, mais les mêmes problèmes qui se posaient pour les vaches folles peuvent se poser pour d'autres animaux, car c'est une question on peut dire, de comportement dans les méthodes d'élevage. Et c'est vrai qu'on a très industrialisé, peut-être trop industrialisé, ces méthodes d'élevage. Je ne dis pas qu'il faut revenir complètement à la basse-cour d'autrefois, mais il faut quand même prendre conscience qu'on a beaucoup modifié ces méthodes et qu'elles peuvent être dangereuses, elles stressent en tout cas les animaux. On les bourre de médicaments, d'antibiotiques, parfois d'hormones. Il faut réfléchir un peu aux conséquences à long terme, et ça, on ne l'a pas fait. En attendant, et si le risque est probablement derrière nous, les abattages continuent, l'éradication des troupeaux potentiellement à risque reste la seule solution. S'il est prouvé que la maladie peut se transmettre de la vache au veau, et c'est ce que l'on craint maintenant, ce sont 4 millions de vaches qui devront être supprimées en Grande-Bretagne. Jacques Merlino, bonsoir. Bonsoir Bernard. Alors je reviens d'abord sur l'information essentielle du reportage. Les risques sont derrière nous. Est-ce que l'on est sûr de ça? Oui et non. Oui, parce que le gouvernement a pris des mesures vraiment très importantes et très drastiques. 3 mesures essentielles. Éradication des troupeaux dans lesquels on trouve une vache folle. Les Anglais ne font pas ça. Les Anglais suppriment uniquement la vache qui est malade. En France, on supprime tout le troupeau. Donc première mesure très importante. Deuxième mesure, et vous l'avez vu dans le reportage, transformation complète de la filière de fabrication des farines animales. Maintenant, les farines animales ne peuvent plus être destinées qu'aux porcs et aux volailles et absolument plus aux ruminants. Et ensuite, dans ces farines animales, on ne peut plus mettre de cadavres, on ne peut mettre que de la viande saine. Troisième mesure, renforcement des contrôles vétérinaires et sanitaires à tous les niveaux. Donc, en ce sens-là, on peut dire que le risque est derrière nous. Et ce risque a été pris, en gros, entre 86 et 91. On verra dans 5, 10 ou 15 ans, on ne sait pas exactement quelles seront les conséquences. Les personnes contaminées, voilà, éventuellement voilà, avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Mais je disais oui et non parce que, on l'a vu aussi dans ce reportage, les contrôles aux frontières ne sont pas des contrôles à 100%, loin de là. Donc, il se peut que des farines venant soit de Grande-Bretagne, soit du Portugal, soit de pays extérieurs à la communauté européenne, pénètrent en France de manière frauduleuse, ou des viandes pénètrent en France de manière frauduleuse, et de nouveau relancent cette maladie. Justement, juste un point là-dessus, si aujourd'hui un transporteur est pris en flagrant délit avec un chargement de farine animale en provenance d'Angleterre, qu'est-ce qu'il risque? Soit il est refoulé, soit sa cargaison est saisie et détruite. Mais lui, rien. Donc, vous voyez, vous avez raison de mettre le doigt là-dessus, c'est quelque chose qui m'a terriblement impressionné à la frontière. Si vous faites prendre à la frontière avec du hashish que vous achetez à Amsterdam ou à Istanbul, vous avez une amende et vous allez en prison. Si vous faites prendre à Calais avec une cargaison de farine britannique ou de viande britannique, on dit monsieur, retournez d'où vous venez. Il n'y a pas de sanction. Donc la porte est ouverte à toutes les fraudes. Ce sont des fraudes qui sont très rémunératrices, vous savez, parce qu'il y a d'énormes cargaisons de viande et de farines animales qui ne trouvent plus preneur, donc qui sont vendues à bas prix. Alors ça peut être très tentant pour quelqu'un de mauvaise aloi d'acheter
sur le marché extérieur des farines ou de la viande qui coûtent pas cher et de les vendre au prix du marché. Il y a beaucoup d'argent à gagner et pas de risque. Cela dit, le gouvernement a décidé il y a quelques jours que des poursuites pourraient être engagées contre les fraudeurs. Tout à fait. Alors, première observation, on a mis le temps, parce que ça date depuis 90. 6 ans pour mettre en place un cadre juridique, c'est assez étonnant. Et puis deuxième observation, on s'étonne un peu de cette réaction si tardive, d'autant que les douaniers que nous avons interrogés dans le reportage, aussi bien syndicalistes que membres de la direction, disent « nous avons la liste des entreprises qui ont parti des farines ». Mais on ne vous la montre pas. Mais on ne peut pas vous la donner parce que le code des douanes interdit de le donner. Alors cette liste, on sait où elle est. Elle est à Toulouse, dans le bâtiment où sont regroupées les statistiques du commerce extérieur. C'est un bâtiment tout à fait officiel. Donc si l'on veut vraiment faire la lumière là-dessus, il suffit d'aller à Toulouse et de demander cette liste. C'est important parce que non seulement on aura les entreprises qui ont apporté ces farines, mais ensuite on pourra savoir, en poursuivant l'enquête dans cette entreprise, qui a acheté ces farines et qui les a mangées après. Il y a une deuxième crainte quand même qui se fait jour, elle est nouvelle celle-là, Jacques, et elle concerne le lait. Est-ce que l'on risque demain d'avoir une nouvelle crise sur le lait comparable à celle de la vache folle? La réponse des scientifiques est simple, et tous les scientifiques disent la même chose. Ils disent « aucun scientifique ne peut affirmer que le lait ne peut pas être contaminé ». Ce qu'ils disaient en gros sur la viande il y a quelques mois. Sur la viande. Voilà. C'est la même position. Et pourquoi disent-ils cela? Ils disent cela parce que le prion, qui est le vecteur de cette maladie, le prion est un phénomène extrêmement mal connu. Ce n'est pas une bactérie, ce n'est pas un virus. C'est un agent infectieux d'un type nouveau. D'un type nouveau, ça ne veut pas dire grand-chose. On commence maintenant à savoir un peu comment il fonctionne. À Zurich, on a réussi à reconstituer son image et c'est un progrès très très important. Mais on n'en sait guère plus. On ne sait pas comment il se forme, comment il évolue, comment il se transmet, par exemple. On ne sait pas comment il pénètre le corps. On ne sait pas s'il pénètre par la bouche ou par le tube digestif. C'est très important. S'il pénètre par la bouche, et donc transmis par la viande reste longtemps en bouche. Donc le prion pourrait passer par la bouche. S'il passe uniquement par la bouche, le lait peut être écarté, parce que le lait ne reste pas longtemps en bouche. En revanche, si le prion passe par le tube digestif, à ce moment-là, le lait peut être mis en cause. Ce que l'on sait de manière certaine, et des études britanniques l'ont montré de manière définitive, c'est qu'en Grande-Bretagne, la maladie a été transmise de la vache au veau. Donc, il y a deux hypothèses. Soit le prion est passé par le sang, soit le prion est passé par le lait. Pour le moment, on en est encore à ces deux hypothèses. Il n'y a pas de réponse définitive. Je voudrais encore un mot, si vous permettez, là-dessus. Moi, j'ai posé cette question du lait à de très hauts responsables. Nous n'accusons personne, on n'est pas là pour faire un procès, mais enfin, disons à une personne qui se situe dans le groupe des 5 personnes qui, politiquement, ont à gérer ce dossier. Je pose la question, est-ce que le lait peut être contaminé? La personne m'a dit, il n'y a aucun risque. Tous les scientifiques sont d'accord pour dire que le lait ne peut pas être vecteur de cette maladie. Ensuite, je suis allé voir les scientifiques m'ont dit le contraire. Alors, on voit bien que dans cette crise, il y a d'un côté des affirmations rassurantes et de l'autre côté des révélations inquiétantes. Ce qui fait que la gestion de communication de cette crise est une gestion très très chaotique. Et au bout, ça donne quoi? Eh bien, cela donne du doute, de l'angoisse et une crise qui s'amplifie. Je crois que tout le monde aura gagné si l'on jouait la transparence. Jacques, ce sera ma dernière question. Est-ce que tout cela, finalement, n'est pas le résultat d'un système économique mal maîtrisé? On a le sentiment, quand on enquête sur ce problème-là, et lorsque l'on va chez les industriels qui fabriquent des aliments, et que l'on voit la dimension extraordinaire de l'industrie alimentaire et des usines qui sont là, on a l'impression que l'on est en fin d'une phase historique, en fait la période d'après-guerre. Pour faire court, après-guerre, il y a eu un boom démographique extraordinaire. La France est passée de 40 à 60 millions d'habitants en 30 ans. Il a fallu loger et nourrir ces personnes. Pour loger les personnes, on a construit très très vite des HLM et on a fait les banlieues que l'on connaît. Et on sait les problèmes que cela pose. Et aujourd'hui, on revient dessus. On commence à détruire les HLM. Eh bien, de la même manière, il a fallu nourrir les gens. Et on a construit un système industriel, alimentaire, à toute vitesse, en ne respectant rien. Bon.
On l'a vu, on met des cadavres dans la chaîne alimentaire, on donne de la viande à manger aux ruminants, on ne respecte plus rien. Et on arrive à une surproduction extraordinaire. Je voudrais répéter le chiffre que j'ai donné dans le reportage. 1 million de tonnes de carcasses bovines fin 97. C'est-à-dire en gros 20 kilos de viande par Français. C'est énorme. Et cette viande-là, on peut être sûr qu'elle ne sera jamais consommée dans l'état actuel du marché. Donc elle sera détruite. Donc tous les jours, en France, encore maintenant, on dépense de l'argent pour faire naître des veaux, on les abat et on les met dans des entrepôts, et tout cela pour rien. C'est un énorme gâchis. Et puis surtout ce système industriel qui a répondu aux besoins de nourrir la population au moment où elle était en forte croissance, aujourd'hui on s'aperçoit que cela produit des produits alimentaires qui sont de mauvaise qualité, qui perdent de goût, et puis surtout des produits alimentaires qui sont dangereux. Merci Jacques.